Le 16 mars 2020, vous vous rappelez sans doute de ce que vous faisiez. Le Premier ministre Édouard Philippe signait un décret historique. Ce décret, on le connaît tous, c'est le décret numéro 2020-260. Mais je vais vous dire son nom et tout de suite ça va vous rappeler des bons souvenirs. C'est le décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. En fait, c'est l'acte par lequel la France s'est confinée à partir du lendemain du 17 mars 2020 en pleine première vague de l'épidémie. Ce décret, il a été signé par le Premier ministre, il a été contresigné par le ministre de la Santé et par le ministre de l'Intérieur. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus tamponné et officiel. Sauf qu'en fait, petit problème, ce décret est illégal. NANI ? J'ai déjà eu l'occasion de dire sur cette chaîne que les décisions de l'administration ne peuvent pas aller à l'encontre de la loi. Et en plus de ça, l'administration ne peut faire que ce que la loi l'autorise à faire. En droit administratif, c'est ce qu'on appelle le principe de légalité. Et ça fait partie de la théorie de la hiérarchie des normes. La loi est supérieure aux actes de l'administration. À la date du 16 mars 2020, la loi n'autorise pas le Premier ministre à contrevenir à la liberté d'aller et venir. Ou en tout cas pas sur la base de la protection de la santé. En fait, la loi qui autorise le Premier ministre à déclarer l'état d'urgence sanitaire, ce qui lui permet de décider d'un confinement, cette loi n'a été votée qu'une semaine après, le 23 mars 2020. Donc ok pour les confinements suivants, ils ont tous une base légale, mais pas le premier confinement du 17 mars 2020. Mais je vous rassure, c'est pas parce que le décret est illégal que le gouvernement n'avait pas le droit de le prendre. Et on va pas parler que de la pandémie, puisqu'on va aussi parler des prostituées de Toulon. La séparation loi-règlement. Mais d'abord, la loi. Dans la pyramide de Kelsen, on peut la mettre entre les traités et les décrets. Ça veut dire que les lois ne doivent pas enfreindre ni la Constitution, ni les engagements extérieurs de la France, et les normes inférieures, notamment les décrets et les arrêtés, qui sont les actes de l'administration, ne doivent pas enfreindre la loi. L'article 34 de la Constitution nous dit aussi que la loi est cantonnée à une liste de domaines. Cette liste, elle est assez large puisqu'elle concerne les droits civiques, les règles de la nationalité, du droit matrimonial, la détermination des crimes et délits ou encore les règles de l'imposition. Et enfin, la loi est votée par le Parlement. D'autre part, l'article 37 de la Constitution nous dit que toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, définies à l'article 34, relèvent du pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir normatif de l'administration. C'est le pouvoir qui autorise l'administration à prendre des décisions. Ce pouvoir réglementaire, il est tout d'abord détenu par le président de la République et par le Premier ministre, qui prennent des décrets en Conseil des ministres. Ça, c'est le cas pour la nomination aux emplois civils et militaires, comme par exemple pour les préfets ou pour les chefs d'état-major, mais aussi pour les professeurs d'université. Les préfets et les maires peuvent eux aussi prendre des arrêtés préfectoraux et municipaux parce qu'ils ont des pouvoirs de police administrative, par exemple pour interdire un rassemblement ou interdire la vente d'alcool passé une certaine heure. Pour plus d'infos sur la police administrative, j'ai fait une vidéo ici. Donc en fait, c'est très simple, loi, sujet énuméré à l'article 34, Parlement. Règlement, article 37, gouvernement. Les exceptions à la séparation loi-règlement. Donc deux choses, d'abord la loi est supérieure aux actes de l'administration et ensuite la loi s'applique à certains domaines et les actes de l'administration à d'autres. Il existe pourtant une exception, c'est l'ordonnance prévue à l'article 38 de la Constitution. Le Parlement peut en effet confier au gouvernement le soin de prendre une ordonnance sur le domaine de la loi, c'est-à-dire sur le domaine de l'article 34. Et dans ce cas, l'ordonnance vient modifier des dispositions législatives. Alors qu'en temps normal, on est d'accord, seule la loi peut modifier la loi. Mais il existe une exception encore plus intéressante. Le juge a parfois reconnu à l'administration, donc au gouvernement, au préfet et parfois au maire, des pouvoirs qui contreviennent à la loi dans des circonstances extraordinaires. C'est la théorie des circonstances exceptionnelles. Une illustration de cette théorie, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 28 février 1919 Dame Dole et Laurent sur une affaire qui s'était déroulée en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale. Les deux requérantes, Dole et Laurent, ont saisi le juge administratif pour annuler une décision du préfet maritime du Var. Cette décision interdisait aux filles galantes ou aux filles publiques
Et ne me regardez pas comme ça, c'est écrit tel quel dans l'arrêt. Faut pas oublier qu'à l'époque, la prostitution était légale. Cette décision leur interdit donc d'exercer leur profession dans l'espace public du port de Toulon. Et il interdisait aussi aux débits de boissons de les recevoir. Et le juge administratif a reconnu que cette décision allait à l'encontre des libertés individuelles et de la liberté du commerce garanties par la loi. Mais il a considéré qu'à défaut d'être légale, la décision était légitime, puisque la circonstance exceptionnelle liée à la guerre et à la place stratégique du port de Toulon permettait de telles entorses à la loi. Et dans la même logique, il existe aussi la théorie de l'urgence, qui permet également à l'administration de prendre des mesures contraires à la loi. Là, il n'y a pas besoin de circonstances exceptionnelles, mais il faut une situation d'urgence. Et les pouvoirs exceptionnels sont moins étendus. L'effet le plus courant, c'est qu'une autorité qui n'a pas la compétence pour prendre une décision, prend cette décision quand même. Par exemple, avec l'arrêt Alix en 1965, le juge a considéré qu'en cas d'urgence, le maire pouvait utiliser une compétence normalement réservée au préfet. Le décret du 16 mars 2020. Et tout ce que je viens de dire, c'est la base de notre décret du 16 mars 2020. Et d'ailleurs, on va aller jeter un coup d'œil aux visas du décret pour s'en convaincre. Les visas, c'est la liste des textes qui sont en relation avec la décision qui est édictée. Il y a donc les textes de valeur supérieure à l'acte, qui donnent un fondement juridique à ces dispositions, et éventuellement les textes qui sont modifiés par cet acte. Donc dans les visas, on devrait avoir la loi qui autorise le Premier ministre à décider d'un confinement. Mais je vous ai dit qu'elle n'existait pas. Alors allons voir ce qu'on a. Vu le code civil, vu le code de la santé publique et vu les circonstances exceptionnelles, vu l'urgence. Et voilà, en fait, les circonstances et l'urgence sont comme une base légale pour le décret. C'est vraiment l'application du dicton « nécessité fait loi » au sens le plus strict. Et cette pratique, elle peut se comprendre en rappelant ce que j'indiquais au début de la vidéo, la possibilité de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour permettre de décider d'un confinement, n'a été voté par le Parlement qu'une semaine plus tard. Parce que le processus de vote de la loi, il peut être long et il doit permettre des débats, des propositions d'amendements. Et si les pouvoirs publics avaient respecté strictement le principe de légalité, beaucoup trop de temps aurait été perdu. Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'envoyer les pompiers. Ça, c'est ce que disait Jean Romieux, le rapporteur du gouvernement, sur la théorie de l'urgence. Et je pense que ça conclut bien mon propos. Donc voilà pourquoi le premier confinement était illégal, mais aussi pourquoi si vous l'attaquez devant le juge administratif, il vous dira sans doute un truc du genre « Non mais si, c'est bon, exceptionnellement, je vais laisser passer, t'inquiète ». Je fais une très belle imitation du Conseil d'État, c'est vraiment criant de ressemblance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait très plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine pour la prochaine. À la prochaine pour la prochaine.